Actif de refonder notre administration pour la rendre plus moderne, plus proche des citoyens et plus efficiente dans ses missions. C'est l'objectif même de cette conférence des administrateurs et managers publics qui se veut un cadre de dialogue, de réflexion et d'orientation stratégique. Mesdames et messieurs, pour ancrer cette volonté de modernisation, il est essentiel de rappeler les 3 principes directeurs qui régissent la fonction publique. L'Association nationale des internes et anciens internes des hôpitaux menace d'aller en grève si aucun accord n'est appliqué. Selon son président, le docteur Abdelaziz Ateb Fall, l'attente est très longue, l'attente est devenue longue et aucune réaction des autorités sur les conditions de travail des internes. Un préavis de grève en cours et ils peuvent à tout moment aller en grève. Propos recueillis par Awambay. Depuis le 27 novembre passé, donc jour de la suspension du mot d'ordre de grève de l'association des internes, il y a eu donc un certain nombre de promesses qui devaient être tenues concernant les éléments, les points de la plateforme revendicative. Il y a les textes des assises de 2019, donc sur l'internat, des textes avec un certain nombre de conclusions qui ont été prises. Ensuite, le problème de l'insertion professionnelle, parce que jusqu'à aujourd'hui, les internes, après 4 ou 5 ans de formation, n'arrivent pas à être insérés. Donc souvent, ils sont laissés à eux-mêmes et la plupart finissent par voyager pour aller servir hors du pays. Il y a le problème de la réhabilitation du logement des internes de femmes. Il y a aussi le problème des gardes, qui est là toujours lancement. Maintenant, depuis novembre, donc novembre-décembre, bientôt fin janvier 2025, il y a encore aucune mesure concrète, aucune application sur le terrain des promesses, en tout cas des conclusions qui ont été prises au cours des négociations par rapport à notre plateforme. Et c'est une situation qui nous désole énormément parce que les autorités ont eu le temps justement d'appliquer les différentes conclusions. Nous les avons rappelé quels ont été les engagements qui étaient pris et nous avons été très conciliants en justement suspendant ce mot d'ordre, attendant un pas de leur part. Mais malheureusement, depuis lors, il n'y a eu rien de concret et nous sommes toujours donc en attente par rapport à ces différentes revendications. Ce que nous avions fait le 27 novembre passé, c'est que nous avions suspendu un mot d'ordre qui courait jusqu'au 30 décembre. Mais nous avons dit que nous ne baissons pas les bras. Mouvement d'humeur de 48 heures du SAES, la section de l'université du Sine Saloum de Kaolack tire un bilan satisfaisant. Un mot d'ordre de grève largement suivi dans les différents campus pédagogiques. C'est ce qu'a fait savoir le coordinateur régional, Cheikh Atab Mané, au micro de Fatumbo. Nous avons fait un premier bilan, donc un mot d'ordre qui a été suivi à 100%. Il n'y a pas d'activité pédagogique au niveau de l'université d'Issine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Donc bilan très satisfaisant en fait, parce que tous les collègues ont suivi un mot d'ordre, parce qu'ils sont vraiment sensibles à la situation catastrophique que vit cette université en fait. Donc la situation étant très difficile, parce que nous avons des salles de classe de capacité faible, 25 à 50 places. Donc, ce qui est très difficile aujourd'hui, parce que les conditions de travail sont très précaires. Le second élément, c'est en effet le budget. Le budget, aujourd'hui, lycéenne, pour la première fois de son histoire, nous avons constaté qu'en effet, que les administrateurs ont rejeté le budget, en fait. Et le ministre n'ayant pas répondu favorablement à la requête ou à la lettre qui lui a été adressée pour, en effet, le sensibiliser sur cette question. Et nous nous sommes dit que, vu que dans ses dernières sorties, le ministre n'a pas déjà cité Hissène dans ses urgences, ce qui veut dire que Hissène n'est pas une préoccupation à son niveau. Alors, pour cela, nous nous sommes dit qu'il faudrait quand même mettre en place un plan d'action. Et ce plan d'action a commencé par une conférence de presse qu'on a organisée. Et par la suite, n'ayant pas eu de réponse par rapport à cette situation-là, nous nous sommes dit qu'il faudra qu'on continue quand même cette lutte-là. Une lutte quand même que nous-mêmes, nous avons décidé de mener pour quand même pouvoir faire bouger les lignes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé tout simplement d'aller en grève demain et après-demain, les lundis et les mardis. Voilà en effet les quelques éléments qui résument le mouvement d'humeur des enseignants-chercheurs du SAES de l'université d'Issine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Les menaces de perturbation qui planent sur l'année scolaire en cours. Dernière en date, le dépôt d'un préavis de grève par le CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal. L'association des parents d'élèves se dit surprise. Selon Abdoulaye Fane, les revendications des syndicalistes sont en passe d'être réglées. Il est au téléphone avec Famodion. Cela nous interpelle. Cependant, nous sommes un peu surpris parce que la semaine dernière, le comité technique chargé du suivi des accords s'était réuni
au ministère de la fonction publique. La décision la plus importante qui a été portée par pratiquement tous les enseignants et qui concernait les enseignants décisionnaires. Cette question est en voie d'être réglée. Et on a même entendu un des responsables des syndicats du G7 s'exprimer en marquant sa satisfaction. Alors quand 2 ou 3 jours après, on voit le même secrétaire général déposer un préavis de grève. Et dans ce préavis, ils évoquent certaines questions qui sont en voie d'être réglées. Nous, notre sentiment, c'est que quand des négociations sont engagées, ce qui est plus vraiment élégant, c'est de suspendre tous ces préavis de grève et permettre quand même à l'autorité, et avec les parties garantes, parce que nous, UNAPES, nous sommes une partie garante, au même titre que la COSYDEP et les organisations de la société civile, qu'on laisse le soin de dérouler pour peut-être trouver des solutions par rapport à certaines questions. Donc nous étions un peu surpris, bien que la déclaration du président de la République, à l'occasion de l'ouverture des cours et tribunaux relative au droit de grève, véritablement doit réfléchir tout un chacun pour que nous sachions véritablement tenir compte de l'importance qu'il faut accorder à l'éducation. Parce que la Constitution, dans son article 8, précise de manière très claire le droit à l'éducation. Et nous invitons véritablement les associations, les syndicats à essayer de négocier. Suivez le grand journal sur RFM, il est 12h11. RFM, partout, tout le temps. Direction Matam, là-bas, plus de 600 producteurs sinistrés appuyés en intrants. Un appui donc qui s'inscrit dans le cadre du projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. Ce soutien, estimé à plus de 500 millions de francs CFA, va leur permettre de démarrer la campagne de contre-saison sèche suite aux inondations enregistrées dans la zone en novembre dernier. Ali Bandel Niang. C'est un très grand coup de pouce en faveur du programme spécial de relance agricole dans la région de Matam. Initié par le ministère de l'Agriculture et des coopératives agricoles, ce plan a comme objectif de secourir les milliers de paysans sinistrés des inondations. Une démarche soutenue aujourd'hui par le programme de résilience, de développement communautaire, un projet de la Banque mondiale qui vient d'injecter un peu plus de 500 millions de nos francs dans les 2 départements de Matam et de Kanel. Ala Hassan Khan, de l'unité de gestion du projet. Je suis le spécialiste suivi et évaluation du projet. Donc, c'est moi qui suis chargé d'apporter l'appui. La convention s'inscrit globalement dans l'appui de l'État du Sénégal. Parce que nous sommes un projet sous tutelle du ministère de la Famille. Donc, ça s'inscrit carrément dans l'appui global de l'État. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, les 2 départements de Kanel et de Matam font partie de la zone d'intervention du projet. Donc, s'il y a des problèmes d'inondation, le problème des inondations est un problème crucial. Nous sommes venus d'ailleurs à cette période avant février pour distribuer les intrants agricoles. Il y a une urgence pour que les paysans qui ont été victimes des inondations bénéficient de ces semences et des engrais. Et tout que c'est quelque chose de très rare dans la zone. Une démarche saluée par les agriculteurs qui viennent de réceptionner plus de 8 tonnes de semences, 5 tonnes d'engrais et qui attendent plus d'une centaine de groupes motopompes. Au-delà des cultures de décrue, en pleine phase de montaison, floraison, la SAED ambitionne cette année de réaliser plus de 4400 hectares en riz. Et aujourd'hui, sur la base des intentions et au vu des actes déjà posés, le programme spécial de relance est bien en bonne voie. Matam, Ali Bandelnian, RFM. 45 jours après son démarrage, la campagne de commercialisation de l'arachide est très timide selon les acteurs de la filière. L'absence de financement impacte son déroulement. L'ouverture du marché de l'exportation pourrait être la solution. Mohamed Jodio. C'est une campagne de commercialisation de l'arachide très timide pour le moment. Les producteurs sont même obligés de brader leur récolte en deçà des prix officiels. Cheikh Tidiane Cissé, secrétaire général des paysans du bassin arachidier. Dans tous les points de vente qui ont été désignés, il n'y a aucun des points qui est en marche. Et que par contre, les paysans souffrent énormément parce que, faute d'acquérir, ils bradent leurs graines à 290, des choses comme ça. Donc, on ne peut pas avoir les 305. Et que la Sonacos qui était sur le terrain est en tout cas en état d'essoufflement. Les financements font défaut dans cette campagne de commercialisation arachidière. Mais écoutez, il y a le nez de la guerre. S'il n'y a pas d'argent, faute d'argent, c'est ce qui pose énormément de problèmes. Selon Habib Thiam, le président du collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide de Copega, il faut ouvrir le marché de l'exportation de l'arachide au plus vite. Il est possible de réfléchir sur la piste de réflexion pour l'ouverture des exportations, tout simplement.
Comment ça se fera? C'est d'abord, comme on avait fait, discuter, faire des réunions pour voir et évaluer quand même le besoin des huiliers pour le moment et le niveau de collecte et aussi la capacité des huiliers à travailler toute l'année. Et puis après cela, on va apprécier pour voir quelle est la date appropriée pour les exportations. Lancée depuis le 5 décembre dernier, la campagne de commercialisation de l'arachide est loin de battre des records cette année. L'absence de financement suffisant en est la cause selon plusieurs acteurs de la filière. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'affaire du détournement présumé de 700 millions de francs CFA, les deux chauffeurs de l'ancien ministre Moustapha Diobala disent que la division des investigations criminelles où ils sont en train d'être auditionnés par les enquêteurs. Quant à l'agent comptable particulier de la commission de régulation du secteur de l'énergie, Tabes Kingom, elle est toujours en garde à vue. Son avocat, maître Ousmane Thiam, confie qu'ils vont se battre pour la tirer d'affaire. Elle commence à prendre ça avec philosophie et que maintenant le dossier est en enquête. On va attendre ce que ça va donner quand le procureur ou le commissaire va la déférer. Ce qui concerne la procédure plutôt, c'est une procédure qui est là, donc elle est accusée. Donc, quand elle est accusée aussi, il faudra savoir que selon les principes du droit pénal, elle est présumée innocente jusqu'à ce qu'un tribunal en décide autrement. Maintenant, c'est des faits qui ont un peu troublé l'ordre public, raison pour laquelle peut-être que c'est une affaire qui a été suivie par la presse et autres. Mais tout compte fait, l'enquête suit son cours et on va bientôt savoir ce que la DIC va décider, si elle va la déférer ou pas. Le dossier est en enquête. Donc, si j'étale ces déclarations ici, ce serait peut-être une violation du secret de l'enquête. Et tout ce que je peux dire, donc, on l'a interrogée, elle a répondu. Dans le cadre d'une enquête, vous savez que quand la mise en cause est déjà interrogée, donc s'il y a la possibilité aussi de convoquer d'autres pour la confronter avec elle, donc c'est une possibilité. D'ailleurs, dans cette procédure, ça a été fait. Il y a une confrontation qui a été faite avec les agents de la CRSE. Donc, pour le reste, maintenant, c'est une affaire du procureur. On va attendre. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Georges Détier. Le 46e président des États-Unis prête serment aujourd'hui. Ce lundi 20 janvier à 12h à Washington, 17h heure de Dakar, Donald Trump prendra officiellement fonction pour succéder à Joe Biden après sa victoire le 5 novembre dernier face à Kamala Harris pour la première fois depuis 40 ans. C'est à l'intérieur du Congrès que le président élu va prêter serment en raison du froid glacial. La quasi-totalité des patrons de la Silicon Valley ont fait le déplacement. On annonce donc Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, et son soutien financier et politique, Jeff Bezos, patron d'Amazon, ou encore Mark Zuckerberg de Meta. Et selon certains médias, le dirigeant de TikTok est également attendu au Capitole. Au Nigeria, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne grimpe à 86 morts. Un camion-citerne transportant 60 000 litres d'essence a eu un accident sur la route reliant Abuja à la ville de Kaduna. Une foule s'est rassemblée près du camion pour ramasser de l'essence déversée sur la route quand le camion a explosé. Un premier bilan faisait état de 70 victimes. Le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences a déclaré à l'AFP que les secours ont enterré 86 corps brûlés entre samedi et dimanche. Le bilan est maintenant définitif. Au Nigeria, toujours, une enquête a été ouverte par le chef de l'armée de l'air après une nouvelle erreur de frappe dans les régions de Zamfara. Dans la région de Zamfara, au moins 16 membres d'un groupe d'autodéfense ont été tués le 11 janvier. Plus de détails avec Awambaya. C'est le gouverneur qui le confirme. Une opération militaire en cours déclenchée à sa demande pour neutraliser certains groupes de malfaiteurs dans la région. Mais pour la société civile, dans le nord du Nigeria, représentée par la coalition des groupes du Nord, cette nouvelle bavure sanglante est un acte de violence aveugle totalement inacceptable de la part de l'armée nigériane. Diamilou Aliou, le coordonnateur national de cette organisation, au micro de RFI, déplore ces frappes en ces termes. Je
cite, « La situation est catastrophique. Si ces populations ne sont pas tuées par les frappes de l'armée, elles sont tuées par les malfaiteurs ou kidnappées. Évidemment, ils n'ont pas accès à leurs fermes et leurs moyens de subsistance sont compromis. » Fin de citation. Ces drames à répétition entament sérieusement la confiance de la population selon le reporter de RFI sur place. Pour rappel, le jour de Noël, 10 civils ont été tués par l'aviation nigériane dans un village de l'État de Sokoto. En 2023, une erreur de frappe avait fait au moins 85 victimes, dont une majorité de femmes et d'enfants, lors d'un rassemblement religieux dans la région de Kaduna. En Côte d'Ivoire, Rana, la polémique enfle sur l'inscription au nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le gouvernement ivoirien déclare ne pas avoir reçu l'ordonnance d'inscription des Nations Unies. Le porte-parole de l'ancien président ivoirien est à son tour monté au créneau face à la presse. Koné Katinan déclare que le gouvernement ivoirien ne peut, je cite, continuer de ruser avec un tel sujet qui est susceptible de troubler la paix sociale en Côte d'Ivoire. À Abidjan, nous retrouvons Gobia Yabi. Selon le PPAC, l'ONU aurait demandé la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale dans un rapport adressé aux autorités ivoiriennes. L'ex-président l'avait déclaré le 4 janvier dernier et samedi à Abidjan, son porte-parole Koné Katinan l'a réaffirmé. L'ONU s'inquiète et c'est pour ça que par deux rapports, l'un du 1er juillet 2024 et le second le 2 décembre 2024, l'ONU s'inquiète de la situation de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas paraphraser, nous allons lire exactement ce que l'ONU a écrit. L'ONU salue l'effort de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et appelle cependant les participants et les organes de gestion des élections à s'assurer que les préparatifs ainsi que les prochaines élections de 2025 soient effectivement inclusives et participatives. Ce rapport a été transmis au président Laurent Gbagbo. Le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu ce rapport. C'est parce que la notion inclusive et participative renvoie effectivement à sa situation. Si jusqu'à ce jour, l'Organisation des Nations Unies n'a pas officiellement confirmé ou infirmé cette information, le gouvernement ivoirien est formel. Le 8 janvier dernier, son porte-parole, Amadou Coulibaly, avait démenti avoir reçu une correspondance de l'ONU demandant la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Voilà Georges, c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les conséquences de l'attaque contre un hôtel à Pointe-Sarène dans le département de Mbour. Les conséquences de cette attaque sur le secteur du tourisme. On va en parler avec Pape Béranger Ngom, président des hôteliers du Sénégal et membre du Conseil national du tourisme, mais également avec Mohamed Faouzoudem, expert en tourisme et candidat au poste de secrétaire général de ONU Tourisme. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Georges Déthié. Coupe CAF, fin de parcours pour le Djaraf. Le Djaraf de Dakar battu et éliminé hier par l'équipe de l'ASM Alger à Alger 2-0. C'est le score final de la rencontre. Certains spécialistes analysent et déplorent le fait que l'arbitre de la rencontre n'ait pas sifflé le penalty en faveur des Verts et Blancs de la Médina, mais qu'à cela ne tienne. Que faut-il retenir de ce parcours en phase de groupe pour le Djaraf de Dakar et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour faire mieux lors de la prochaine qualification en Coupe de la Confédération en Ligue des Champions africaine? Cheikh Oumar Anne, Cheikh Oumar Aïdara, plutôt spécialiste des questions de football, répond à ces questions. Le Djaraf de Dakar éliminé de justesse en Coupe des Confédérations africaines, c'est très dommage. C'est très dommage pour une très belle équipe du Djaraf qu'avait mis en place Malik Daf. Mais les raisons sont multiples. La première raison, c'est déjà la gestion du tableau de compétition. Donc un tableau qu'on a un peu mal géré parce que le match nul du côté de Orapa United, ce match-là, il fallait le gagner. C'est un match qu'il fallait gagner. C'est l'adversaire censé être la plus faible. C'est des gens d'adversaires des gens d'équipe qu'il faut gagner, même si tu joues à l'extérieur. Le Djaraf aura ce regret-là. Après, l'autre chose
et qu'il y a des joueurs quand même qui étaient dans l'effectif du Jaraaf mais qui n'étaient pas qualifiés pour jouer la compétition. Donc Malick Daf avait ce problème-là d'être dans une certaine gymnastique entre deux effectifs. L'effectif qui joue le championnat n'était pas absolument valable pour aller jouer la compétition à Coupe CAF parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés donc après que l'enregistrement pour la compétition CAF a été déjà achevé. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra prendre en compte. Le dernier facteur maintenant, c'est le facteur lié au match d'hier. Tu joues à l'extérieur, on te demande le match nul, mais il ne fallait pas rester derrière. J'ai vu une équipe de Jaraaf qui n'a pas voulu jouer, qui a été sur la prudence, qui a essayé d'être dans la gestion d'un match nul, mais je pense qu'ils ont un peu faussé le tempo. Il fallait sortir le bloc, essayer donc de le remonter pour déranger l'adversaire à partir de leur zone de confort. Ligue 1 et rugby pour finir, Malal. La suite de la 12e journée de cette Ligue 1 sénégalaise cet après-midi avec Oslo FA qui reçoit l'équipe de Génération Foot à Kébémer. La Linguère de Saint-Louis reçoit l'équipe de l'US Gorée. La Linguère de Saint-Louis endeuillée avec le décès de la sœur de Amara Traoré hier à Saint-Louis. RFM présente ses condoléances à l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal et président d'honneur de la Linguère de Saint-Louis. Rugby avec la fédération sénégalaise qui va organiser un tournoi de beach rugby à Saly. Ce sera ce 29 janvier. Un tournoi qui va donc servir de détection pour les jeunes talents afin de mettre en place des équipes pour la jeune génération, mais aussi préparer les compétitions dans ces catégories en Afrique très prochainement, Georges. Merci Malal Junior Diagne pour cette revue de presse. Pour cette page des sports, plutôt on en arrive à la revue de presse. Lecture et commentaires ce lundi 20 janvier 2025. Mohamed Jodiop. Bonjour. L'attaque de l'hôtel Riu Baobab de Pointe-Sarène fait les choux gras de la presse ce matin. Le quotidien Tribune rapporte que l'hôtel Riu Baobab a été la cible d'un braquage spectaculaire mené par une vingtaine d'assaillants lourdement armés. Ces derniers ont emporté 12 millions de francs CFA après avoir ouvert le feu. Mais les gendarmes présents sur les lieux ont également riposté d'après mes confrères. Pour le quotidien, cette attaque à main armée est une véritable secousse. De son côté, Vox Populi revient également sur ce braquage et la fusillade qui a suivi, tout en soulignant que l'insécurité semble s'étendre partout dans le pays. Le journal en effet rapporte qu'un magasin a été également cambriolé ce week-end à Touba. La presse qui s'est également fait largement l'écho de l'affaire Farbangom, député maire de Agnam. Les Échos met en avant l'élan de solidarité autour du député. Ses proches mobilisent une somme de 19 millions de francs CFA, à en croire mes confrères. Mais pour là, cette affaire a déclenché une véritable révolte au Fouta, tout en soulevant également des interrogations sur la jurisprudence Ousmane Sonko et les enjeux liés à la communautarisation de la lutte. Point Actu souligne pour sa part le silence d'Abdoulaye Daouda Diallo, Thérèse Faye et Omar Sow Kogère sur cette affaire. L'Observateur, très loin de ses actualités, consacre sa une à la situation préoccupante de Air Sénégal avec ce titre: Hold-up en plein ciel. Le journal rapporte qu'un des partenaires de la compagnie aurait déjà encaissé 58 milliards de francs CFA de loyer. 16 milliards ont été également dépensés pour la location d'un Airbus A321 cloué au sol depuis 2 ans et 14 milliards de francs CFA investis pour un autre appareil immobilisé depuis 7 mois. De plus, selon l'Observateur, l'ANACIM, autorité de régulation de l'aviation civile au Sénégal, a récemment exigé la mise à jour des délégations de pouvoir. L'enquête de la DIC sur les fonds Force Covid révèle, selon Libération, des malversations au ministère de la Femme. C'est une bamboula bâtie sur le faux, conclut Libé dans un document exclusif. En sport, football, Record, le quotidien spécialisé sport du groupe Futur Média, informe que le sélectionneur des Lions, Pape Bouna Thiaw, verra bientôt sa situation administrative régularisée. Ses adjoints bénéficieront également de contrats officiels selon mes confrères. Cependant, en Coupe CAF, c'était une désillusion ce week-end. Le Jaraaf de Dakar a été battu par l'USM Alger selon le quotidien. Et c'est une défaite qui brise le rêve des Verts et Blancs selon mes confrères. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.
Point de vue à midi, bientôt 30 minutes. Nous parlons de l'attaque contre l'hôtel Riu Baobab à Pointe-Sarène hier. Pointe-Sarène dans le département de Mbour. Une vingtaine d'individus armés ont pris pour cible ce réceptif hôtelier important plus de 10 millions de francs CFA. Quelles conséquences pour le secteur du tourisme? Pour en parler, Pape Béranger Ngom, président des hôteliers du Sénégal et membre du Conseil national du tourisme. Monsieur Ngom, bonjour. Bonjour. Avec nous, Mohamed Fawzou Dem, expert en tourisme et candidat au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme. Bonjour, monsieur Dem. Oui, bonjour, cher ami. Alors, je commence par vous, Pape Béranger Ngom. Vous avez suivi cette affaire qui s'est déroulée à Pointe-Sarène dans le département de Mbour. Quelles sont les dernières informations d'abord que vous avez de cette attaque intervenue dans la nuit du samedi au dimanche vers 2h du matin? Moi, je tenais tout d'abord à exprimer ma profonde inquiétude suite à cette agression-là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est d'abord perçu comme une destination relativement très chère. Si aujourd'hui l'insécurité devient une préoccupation majeure, nous risquons quand même de dissuader des touristes, ce qui pourrait en tout cas gravement affecter notre économie. Donc moi je pense qu'il faut un renforcement de sécurité au sein de ces établissements-là pour que la destination Sénégal quand même reste telle qu'elle est. Parce qu'aujourd'hui elle est... si, en tout cas, aux yeux du monde, ce qui s'est passé, si les gens suivent, vraiment, ça risque vraiment de nous amener des conséquences très, très négatives à l'égard du secteur du tourisme sénégalais. Est-ce que vous avez des informations sur cette attaque? Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Mais écoute, moi, je dispose pas de... Étant président des hôteliers du Sénégal. Oui, bon, moi, en tout cas, ce qu'ils ont... Enfin, moi, j'ai eu que les informations de... En tout cas, de la question que vous venez de me poser, je pense qu'il y a 20 individus armés jusqu'aux dents qui sont rentrés dedans et qui ont causé beaucoup de dégâts matériels et qui ont aussi empoché de l'argent. Apparemment, ils ont pris 10 millions de francs CFA. Moi-même, j'avais entendu 10 millions, mais c'est tout à l'heure que vous avez dit 10 millions, mais moi, j'avais entendu 12 millions. J'ai dit plus de 10 millions. Voilà, plus de 10 millions, tout à fait. Bon, je n'avais pas bien compris, entendu la question. Mais que ça soit plus ou moins, en tout cas, ce qui s'est passé, ça ne devrait pas se passer. Dans un établissement de cette envergure-là, il faut prendre les dispositifs adéquats, vraiment pour que ce genre de situation-là ne puisse pas prospérer là-bas. C'est vraiment très, très regrettable d'un hôtel de cette envergure-là. Il manque de vigilance notoire à leur égard. Pour moi, c'est vraiment un manque de vigilance. Et ça ne devrait pas... Mais à qui l'imputer? Les responsables de l'hôtel ou bien les autorités qui doivent assurer la sécurité des biens et des personnes? Que ce soit les autorités ou l'autorité de l'hôtel, c'est la même chose. Parce que moi, je pense que c'est l'autorité de l'hôtel qui doit suffisamment prendre un dispositif nécessaire pour lui permettre vraiment de garantir la sécurité, en tout cas de l'établissement et des clients qui viennent. Alors, moi, je vais imputer cette responsabilité-là au patron d'hôtel, tout simplement, à la direction générale de l'hôtel. Alors, je reviens à vous, Pape Béranger Ngom. Mohamed Fawzou Dem, expert en tourisme et candidat au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme. On veut vendre la destination Sénégal. Plusieurs initiatives sont prises par les autorités pour attirer beaucoup plus de tourisme au Sénégal. Est-ce que cette attaque ne risque pas d'anéantir les initiatives prises ça et là? Oui, bonjour. Cher ami, je salue également M. Béranger et les auditeurs. Je suis peiné, mon cher ami. Je suis peiné parce que l'information circule très vite et ça fait le tour du monde, ce qui n'est pas une bonne image pour le Sénégal. Je déplore quand même les termes qui sont utilisés dans la presse et partout ailleurs, en parlant de braquage, de grand banditisme. Le tourisme a un langage diplomatique, mais également dans la promotion et le marketing, nous avons ce que nous appelons le langage commercial. Le Sénégal a
une très bonne représentation diplomatique à travers le monde. L'image d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal de sécurité a fini de convaincre toutes les grandes institutions et les grands décideurs de ce monde. Je déplore quand même qu'on n'ait pas pris assez de temps pour laisser l'enquête nous donner des informations sur cet incident. Mais l'attaque est en fait. Oui, c'est ce que le nombre d'individus qui ont pris pour cible cet hôtel, c'est également en fait, tout comme la somme emportée. Oui, c'est là où j'allais en venir. J'ai fait une petite introduction pour justement argumenter ce que je suis en train de dire. Ceux qui connaissent bien l'emplacement, la situation géographique de l'hôtel Riu Baobab, il y a une entrée. À l'entrée, il y a des vigiles, il y a une sécurité, et tout autour de la plage et des villages environnants, il y a également des vigiles et des gardiens de nuit. Connaissant également l'accès, j'en doute fort bien que c'est des routes sablonneuses où il n'y a pas d'issue de sortie, sinon s'engouffrer dans un village. La seule route qui mène vers la route principale, elle n'est pas praticable. Donc, on ne peut pas rouler à plus de 20-40 km/h au risque de renverser la voiture, ou en tout cas de se retrouver à côté de la route. Donc, si l'information que j'ai reçue, que la police et la gendarmerie s'est retrouvée nez à nez avec les malfaiteurs... La brigade de Nianing. Voilà, je me pose la question, comment ils ont pu échapper et par quelle route ou quels moyens ils sont passés. Je voudrais simplement que l'enquête se poursuive pour qu'on ait plus d'éléments et d'appréciation pour voir réellement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un braquage? Est-ce que c'est un coup monté? Ou est-ce que, voilà, vous savez, le Sénégal est un pays qui est très en vue actuellement, et des velléités de ce genre pour déstabiliser, voilà, ce n'est pas la première fois qu'on en entend. Et le secteur du tourisme aujourd'hui, tous les acteurs sont confrontés à des difficultés, et il y a des mesures internes qui font que tous les hôtels aujourd'hui sont contrôlés, et ma foi, je doute pour l'instant que ce soit véritablement quelque chose de réel, dans la mesure où la situation géographique, l'accès vers l'hôtel, il est unique. Vous craignez une histoire montée de toutes pièces? Oui, je le crains, et je le pense fortement, parce que ils ne peuvent pas échapper. Par où ils vont passer? C'est-à-dire tout l'environnement de Rio est encerclé par des villages. Et de ces villages, on ne peut pas accéder à la route principale. Et c'est des routes sablonneuses, donc il faut des véhicules vraiment spécialisés. Sinon, si vous rentrez dans le village, les habitants du village vont sortir et vont crier. Alors, par quel chemin? Si on me dit que la brigade de Nianing s'est retrouvée nez à nez avec ces malfaiteurs qui ont pris la fuite, par quel chemin ils ont pu prendre la suite? Ils ont pris la mer pour nager, pour aller de l'autre côté, on les aurait attrapés. S'ils ont pris l'accès, l'unique accès qui mène vers la route principale, eh bien, quoi qu'il en soit, on les aurait attrapés, parce que la route n'est pas praticable. Tu ne peux pas rouler à plus de 40 km/h. Moi, j'ai des doutes sur cela. Craignant un coup monté, votre regard, vous le pointez vers quelle direction? Bon, je ne saurais dire, parce qu'il y a des enquêtes dans le secteur du tourisme où il y a eu beaucoup d'investisseurs, je ne dirais pas, pour ne pas un peu enfoncer le clou, en tout cas, il y a des enquêtes qui sont menées dans les investissements, dans la gestion, etc., etc. Et donc, je ne sais pas, ça peut être aussi quelque chose de ce genre. Hein. En tout cas, les hôteliers du Sénégal sont actuellement sous une pression fiscale et sous un contrôle qui ne leur laisse aucune chance. Hein.
Je reviens à vous, Mohamed Fawzou Dem, expert en tourisme et candidat au poste de secrétaire général de l'ONU. On va en parler d'ailleurs avant que vous nous quittiez. Pape Bérenger Ngom, des défaillances au niveau de la sécurité de part et d'autre. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, qui était sur les lieux, a rassuré les gérants et le personnel quant aux mesures qui vont être prises par les autorités. L'on annonce même une police touristique de proximité. Est-ce la solution? Il y a déjà une police touristique au Sénégal. Mais moi, je pense que la solution, il est impératif d'augmenter en tout cas la sécurité au sein de nos établissements hôteliers. Bon, écoute, sans plus tarder, M. Fawzou, je vous dis bonjour, mon frère. Bonjour. J'ai oublié tout à l'heure de lui dire bonjour. Donc moi, je pense qu'il faut impérativement augmenter la sécurité au sein de nos établissements hôteliers. Si nous ne prenons pas, en tout cas, des mesures sérieuses pour garantir la sécurité de nos clients, moi, je pense que la destination Sénégal risque de souffrir gravement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, le ministre peut aujourd'hui se déployer pour aller sur les lieux. Oui, mais est-ce que c'est ça qui va aujourd'hui résoudre les problèmes? C'est un problème de sécurité. Donc, il faut des professionnels de la sécurité qui puissent se déployer pour aller sur les lieux et faire l'état des lieux et voir les voies et moyens, comment faire pour augmenter la sécurité, pour que ce genre de choses-là ne peut plus, en tout cas, prospérer pour une prochaine fois. Mais ce qui s'est passé, franchement, c'est très, très déplorable. En tout cas, moi, je le déplore. Moi, en tant qu'acteur du secteur du tourisme, je le déplore. Parce que moi, je pars du principe que l'hôtel Rio de Baobab, avec cette envergure internationale qu'il a été inauguré par, en tout cas, tous nos autorités au Sénégal. Avec une capacité de 500 chambres, oui, ce n'est que la première phase. Franchement, avec une capacité de 500 chambres, moi, je pense que vraiment, on ne devrait pas avoir des problèmes, en tout cas liés à la sécurité. Très franchement. Maintenant, ce qu'il faut faire, moi je pense qu'il faut renforcer d'abord le dispositif de la sécurité et aussi avoir une parfaite collaboration avec les autorités locales et aussi faire une formation du personnel pour au moins sensibiliser et former le personnel à la gestion des situations d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, ce qui justement parlant de situation d'urgence, on sait qu'au plus profond de la menace djihadiste, la sécurité a été renforcée dans plusieurs hôtels ici à Dakar. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre le même dispositif dans les établissements hôteliers? Moi, je pense qu'il faut remettre le même dispositif. Parce que M. Fawzou l'a tout à l'heure dit. Donc moi je pense qu'au Sénégal aujourd'hui, comme on est un pays aujourd'hui on est un pays où, en tout cas, aux yeux du monde, les gens disent que le Sénégal a du pétrole, a du gaz. Aujourd'hui, ce qui se passe, aujourd'hui, tout le monde a les yeux braqués sur le Sénégal. Donc je pense qu'il faut impérativement qu'on puisse renforcer la sécurité au sein des établissements hôteliers. Parce que chaque étranger qui vient, il va loger dans des hôtels. Il ne va pas aller loger dans des maisons. En tout cas, c'est très rare. Donc, de ce point de vue-là, ce que l'État doit faire, l'État doit rentrer en tout cas en parfaite collaboration avec certains hôtels de cette envergure-là. Moi, je pense que vraiment, tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui, on peut passer la journée à parler, mais tant qu'on ne prend pas les dispositions nécessaires pour renforcer la sécurité, en tout cas, on ne va pas résoudre le problème. Et pour le résoudre vraiment, je pense qu'il faut aller en tout cas dans ce sens-là, c'est-à-dire augmenter le dispositif sécuritaire, faire la formation aux gens aussi qui travaillent au sein de ces établissements-là. Parce que cette formation-là, elle est importante pour le personnel. Parce que ça te permettra aujourd'hui, de pouvoir dissocier, en tout cas de pouvoir suspecter le personnel qui puisse en tout cas rentrer dans ces établissements, qui se disent des clients. Parce que dans un établissement hôtelier, tout le monde rentre, tout le monde sort. C'est un brassage culturel. Tu ne sais pas qui rentre, qui sort.
Donc, je pense qu'il faut un minimum de vigilance. Il faut un minimum de vigilance pour pouvoir, en tout cas, mettre tout le monde à l'aise. Mais ce qui s'est passé vraiment, c'est très, très déplorable. Moi, je le déplore vraiment en tant qu'acteur du secteur et président de la corporation. Merci, Pape Béranger Ngom, président des hôteliers du Sénégal et membre du Conseil national du tourisme. Mohamed Fawzou Dem, cette attaque contre Riu Baobab, même si vous en doutez, d'autres attaques sont souvent notées dans plusieurs localités du pays, surtout dans le Sénégal oriental. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour attirer beaucoup plus de touristes qui ne craignent pas qu'il n'ait pas peur de venir au Sénégal? Oui, bon, le Sénégal, comme je viens de vous le dire, est une destination sûre. Nous sommes un pays stable, un pays de paix, de dialogue et de brassage. Pour revenir un peu également sur le dispositif sécuritaire qui a été mis lors de la Covid-19, ce dispositif est simplement allégé, mais n'est pas supprimé. Et les hôteliers, comme vous le dites, ils ont l'obligation également d'assurer une partie de leur sécurité. La sécurisation du site relève également de la compétence territoriale des forces de défense et de sécurité. Et je pense qu'ils les assurent bel et bien. Je ne suis pas encore convaincu. Laissons l'enquête nous donner suffisamment d'informations par rapport au dispositif sécuritaire de l'hôtel et par rapport aux dispositions sécuritaires comment dirais-je encore, des forces de défense et de sécurité. Chacun a un rôle déterminant à jouer dans la sécurité. Et justement, quand nous aurons un aperçu de l'enquête, peut-être qu'on pourrait justement donner un avis. Maintenant, si nous connaissons véritablement le site de Pointe-Sarène, on douterait vraiment de cette attaque, de cette envergure, parce que moi je connais bien le Riu Baobab. L'accès n'est pas facile. La sortie également. Et l'hôtel Riu Baobab a pris des dispositions, comme je vous dis, il y a des vigiles partout, il y a des agents de sécurité. Peut-être qu'on peut le reprocher de n'avoir pas suffisamment d'équipement de sécurité, peut-être, ou d'armes, ou je ne sais pas quoi. Mais tout cela devra être défini par l'enquête qui nous dira où se situent les défaillances. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de personnes dans les points d'entrée ou dans les points de sortie, par où sont passés ces malfrats, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, on pourra donner justement des réponses correctes par rapport à la situation. Mais le Sénégal, je dis, reste une destination très sûre, une destination prisée et vraiment... il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Absolument pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Et je vous dis, une raison, moi je suis candidat à l'élection du prochain secrétaire général de l'ONU Tourisme, mais toutes les personnes, toutes les organisations qui m'appellent et qui veulent soutenir ma candidature, ils s'appuient sur la stabilité, la paix, la sécurité et l'aspect démocratique, l'enthousiasme des Sénégalais. Et c'est ça, ils sont tous ravis de voir un Sénégal vraiment où les gens circulent, où il y a la paix, où il y a la fraternité. Et c'est justement cela qui fait notre différence et qui fait que le Sénégal est très bien vu partout dans le monde. Alors justement, vous l'avez dit, vous êtes candidat au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme. Comment se passe la campagne? Le moral est bon? Vous êtes confiant? Ah oui, absolument. Je suis très confiant. J'ai le soutien de mon peuple, j'ai le soutien du gouvernement. Les choses sont en train de prendre forme. J'ai fait l'enquête de moralité cette semaine. J'ai l'appui de beaucoup de pays africains, de beaucoup d'organismes dans le monde, et donc mes concurrents également m'appellent souvent pour prendre de mes nouvelles et voir comment est-ce qu'on pourrait faire une alliance
Mais je ne suis pas dans cette dynamique d'alliance parce que je suis persuadé qu'avec l'aura que nous avons de notre gouvernement, le président Diomaye Diakhar Faye, et le leadership de son Premier ministre sur le plan politique, nous avons de véritables chances pour que le Sénégal puisse diriger pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation mondiale du tourisme un Africain en la personne d'un Sénégalais pour diriger le tourisme mondial. Et cela, ça fait beaucoup de retombées pour notre destination au niveau de l'investissement, mais surtout sur le plan économique et des relations diplomatiques, ça fait une nouvelle ouverture, une nouvelle considération pour le pays. Merci Mohamed Fawzudem et très bonne chance à vous. Merci également. Expert en tourisme et candidat au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme. Merci également à Pape Béranger Ngom, président des hôteliers du Sénégal et membre du Conseil national du tourisme. C'était Point de vue et c'est la fin de ce grand journal, c'est la fin de ce midi. Merci à Ahmad Ndiaye qui a assuré la partie technique. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média dans une dizaine de minutes. Le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. RFM Radio Futur